Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le sujet que nous allons aborder est un phénomène de poltergeist qui s'est déroulé en Bavière dans les années 60. La Bavière qui est en Allemagne pour resituer. Ces phénomènes touchaient tout un bureau de notaire et semblaient être liés à une jeune femme. Les phénomènes sont étonnants et Anne-Marie, qui est au centre des phénomènes, a ensuite été appelée par les médias la sorcière électrique. Un terme racoleur qui, vous le verrez, ne reflète pas la réalité de ces phénomènes. Entrons ensemble dans le mystère du poltergeist de Rosenheim. Tout commence en 1967, pendant l'été, dans un bureau de notaire au centre-ville de Rosenheim, en Bavière. La ville de Rosenheim se situe pas loin de Munich. Ce bureau qui semble tout à fait normal fut pendant des mois une source inépuisable pour des médias friands de sensationnalisme. Car vous le verrez, les phénomènes qui se sont déroulés sont vraiment très étranges. Dans ce bureau, des ampoules électriques se mettent à éclater. Le téléphone fait des siennes et coupe régulièrement. Il arrive également que tous les téléphones se mettent à sonner en même temps. On se rend compte en décrochant qu'il n'y a personne en ligne. Évidemment, c'est très compliqué de travailler dans ces conditions, mais les employés commencent à s'habituer à ces phénomènes qui ne doivent pas être faciles à gérer au quotidien. Anne-Marie Schneider est une jeune secrétaire de 19 ans. Un matin, elle entre dans le bureau, enlève son manteau et va vers son poste de travail. Quand elle marche dans le couloir, au-dessus d'elle, le plafonnier se balance de droite à gauche, puis se met à tourner sur lui-même. Anne-Marie ne se rend pas compte de ces phénomènes, mais certains employés l'ont remarqué. Elle passe sous une autre lampe qui se balance également et qui explose en plein de débris dans la pièce. Mais ce ne sera que le début des malheurs pour ce bureau. Sigmund Adam est le notaire du cabinet. Un jour, il reçoit la facture téléphonique et là, c'est le choc. Il s'agit de sommes exorbitantes. On y voit des centaines d'appels passer vers des numéros inconnus et l'horloge parlante qui, en Allemagne, était facturée à l'époque. Il remarque aussi que ces appels sont quelquefois réalisés en moins d'1 minute, avec un appel toutes les 5 secondes. En octobre, on décide donc de remplacer l'équipement du cabinet et d'installer un compteur local dans ce dernier. Mais quelques heures après l'installation, on remarque qu'un appel sortant du cabinet est enregistré. On dénombre le lendemain une 40aine d'appels sortant et de nouveau 2 appels à l'horloge parlante ont été passés en moins de 15 minutes. Adam, le patron, commence à désespérer, d'autant que quelques jours après, un énorme bruit, comme une détonation, se fait entendre, et là, les lignes sont coupées. Adam est complètement anéanti. Comment va-t-il réussir à redresser l'affaire, surtout qu'ils ont plein de dossiers en cours? Et avec ces problèmes techniques, c'est très compliqué de travailler. Des électriciens viennent vérifier l'installation, et ils remarquent que des néons du plafond ont été tordus à 90 degrés. Le plafond fait environ 2 mètres. Ils remplacent les tubes, mais ils retombent en panne immédiatement après. Ces néons semblent avoir été arrachés et comme précédemment tordus. L'atmosphère devient donc très tendue au travail. Des employés ont été témoins des phénomènes et ont vu les néons tourner et sortir de leurs gonds. C'en est trop pour Adam, qui enlève les néons et met des ampoules normales à la place, espérant retrouver une situation normale. Mais un jour, une ampoule explose et blesse un employé. Le chiffre d'affaires du bureau commence à diminuer, les problèmes techniques s'enchaînent et les factures pharaoniques mettent à mal la pérennité de l'affaire. Adam veut régler le problème coûte que coûte. Une équipe d'ingénieurs est dépêchée sur place. Ils vérifient l'état du réseau électrique de tout l'immeuble et mettent les compteurs sous scellés pour empêcher qu'une personne malveillante les trafique. Ils pensent qu'il peut s'agir d'un concurrent qui tente de les faire couler en trafiquant les compteurs. Mais pendant ces tests, des ampoules explosent.
On remarque aussi, pendant l'expertise, que le compteur enregistre d'impressionnantes montées du débit électrique, malgré que tout le circuit électrique fonctionne parfaitement. Les experts connectent ensuite la ligne du cabinet à un générateur de secours pour éviter toutes ces variations irrégulières. Mais des ampoules éclatent encore. Il se passe d'autres phénomènes. Il arrive que le photocopieur fasse des siennes et que l'encre soit projetée à l'extérieur de la machine. Des appels, plus de 500 sont passés à l'horloge parlante en un mois. Sachant qu'ils ont mis des verrous sur les téléphones pour éviter toute malveillance. Et pendant que les verrous sont fermés sur ces téléphones, des appels passent quand même. Mais les ingénieurs sont témoins de quelque chose d'encore plus spectaculaire. Les lampes du bureau se mettent soudainement à vibrer. Les tiroirs des meubles s'ouvrent violemment et les cadres tournent sur eux-mêmes. La police est alors alertée et la presse est mise au courant. En novembre, les ampoules qui éclatent et les appels continuent. Évidemment, la presse parle de fantômes pour faire les gros titres et on évoque également des actes malveillants de la concurrence. L'histoire s'étend jusqu'à l'étranger. Brunner, qui est le chef des travaux, remarque que les phénomènes ont lieu seulement pendant les horaires de bureau. Il pense alors qu'il s'agit d'une intervention humaine. Il est sceptique et ne voit pas d'autre explication que la malveillance, jusqu'au jour où il voit un cadre suspendu à un mur qui se met à tourner sur son crochet. Là, il abandonne l'affaire qu'il n'arrive pas à comprendre. Voici le rapport qu'il a écrit. Pendant une brève conversation avec une employée de bureau, Marie Schneider, Adam est rentré dans la pièce. Et là, un tableau a effectué une rotation vers la gauche. Personne, assurément, n'a pu déclencher cette opération manuellement. Les ingénieurs se sentent impuissants. Adam décide donc de faire appel à un parapsychologue, Hans Bender, qui vient à Rosenheim le 1er décembre 1967. Hans Bender a étudié pas mal de cas de poltergeist. S. Zika et F. Karger, deux physiciens de l'Institut Max Planck, rejoignent l'équipe. Ils sont spécialistes des plasmas. Ils vont réaliser des tests et analyser le réseau électrique pour avant tout éloigner toute possible manipulation ou supercherie. On y installe des appareils de mesure de pointe. Ils ne constateront aucune variation du réseau, ni interférence, ni secousse sismique. Au mois de décembre, même en présence des spécialistes, les phénomènes continuent à s'amplifier. Tous les jours, des lumières tremblent, des ampoules éclatent en 1000 morceaux et des cadres tournent ainsi que des tiroirs qui sortent de leurs caissons. Une grande armoire en chêne de plus de 180 kg se déplace de 30 cm devant les scientifiques. Il y a eu en tout une quarantaine de témoins. Pour Hans Bender, on est bien en présence d'un phénomène de poltergeist. Un poltergeist est une série de phénomènes liés à une personne, souvent des adolescents en mal-être ou en conflit intérieur, le plus souvent des femmes. Et Hans Bender commence à soupçonner Anne-Marie Schneider. C'est une jeune mère célibataire qui est en pleine période d'apprentissage chez le notaire et qui semble correspondre au profil du poltergeist. Bender veut tester Anne-Marie. Il lui demande de se déplacer dans le couloir sous les plafonniers ou encore de rester à certains endroits et il note ses observations. Il se rend compte que quand elle marche dans le couloir, les lampes se balancent derrière elle et les ampoules explosent en éclats de verre qui tombent également vers elle. Anne-Marie se plaint également de douleurs aux oreilles, comme si elle était dans un tunnel, comme une sorte de pression. Elle va donc chez le médecin qui lui diagnostique une dilatation non naturelle des veines. Pour être sûr de son hypothèse, Bender demande à Adam d'envoyer Anne-Marie en congé pour voir si les phénomènes continuent. Dès le départ de Anne-Marie, les phénomènes s'arrêtent. Bender continue les tests psychologiques sur Anne-Marie. Il la décrit comme frustrée, instable et pleine de colère. Elle aurait rompu récemment avec son fiancé, ce qui l'aurait profondément marqué. Elle avoue aussi détester son travail et Adam, le patron. Bender émet donc l'hypothèse que les troubles émotionnels de Anne-Marie auraient créé ces phénomènes inconsciemment. Quant aux deux scientifiques qui accompagnaient Bender, ils n'ont pas pu expliquer ces phénomènes par les moyens de la physique. Ils établissent alors un rapport de 19 pages. Adam a dû régler sa facture, soit 455 appels à l'horloge parlante. En un mois, et malgré un recours au tribunal pour ne pas payer, il a dû s'acquitter de sa dette. Et Anne-Marie Schneider est licenciée en janvier 1968.
Elle trouvera vite un autre emploi de secrétaire dans la région et plus aucun phénomène ne se produisit à son nouveau travail. Quant au bureau de Rosenheim, c'est le calme plat. Ils n'ont plus à se plaindre d'aucun problème électrique, ni d'autres phénomènes. Anne-Marie Schneider, 40 ans après les faits, a accordé une interview à la télévision allemande. Elle dit « Je suis une femme tout ce qu'il y a de plus normal, avec un cerveau tout à fait normal. Je n'ai pas de pouvoir particulier, ça devait forcément être autre chose. Je ne peux pas l'expliquer. » À savoir aussi qu'à l'époque, pendant qu'elle travaillait au bureau, elle allait souvent avec son copain au bowling, et leur relation avec lui était tendue. Il se passait aussi des phénomènes au bowling, comme des lumières qui clignotaient et des appareils qui se détraquaient. Mais plus aucun phénomène se sont déroulés autour d'Anne-Marie après Rosenheim. Sa vie a été totalement normale et elle se maria en 1969. Pour le terme sorcière électrique, je trouve que c'est un terme péjoratif parce qu'il semble qu'elle n'était pas responsable des phénomènes qui se sont passés autour d'elle. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Pour vous, est-ce une escroquerie ou un véritable phénomène paranormal ? Ce genre de cas documenté me passionne en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, likez et partagez. Ça m'aiderait beaucoup. Merci à tous. Ciao.